radio-classique.org. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. À 8h43, on retrouve Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point, et Jean-Marie Colombani, que vous entendrez aussi demain à 8h dans l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Merci à tous les deux d'être là. Je suis ravi de vous accueillir. On va parler du Mercosur. La France recule-t-elle pour mieux sauter avec ce délai d'un mois consenti par l'Europe aux pays qui ne souhaitent pas y adhérer? Elle recule, oui. On peut considérer que ce recul tactique soit acceptable, en plus avec l'aide de Madame Meloni, parce que c'est elle qui a déclenché le décalage du calendrier. Il y a la Pologne aussi. Oui, mais la Pologne, la Hongrie, la France et l'Italie. Sans l'Italie, la minorité de blocage n'était pas atteinte. Donc qu'est-ce qu'ils ont négocié d'après vous? Le rôle de l'Italie est capital. Bon, je pense que ce qu'ils ont dû négocier, c'est sur la politique agricole commune que l'Italie a des intérêts. Mais cela dit, ce qui est hallucinant, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre l'intérêt du pays, l'intérêt national, qui est clairement pour ce marché Mercosur, pour un accord, et la réaction d'un certain nombre de cercles d'agriculteurs qui veulent faire barrage quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Il faut avoir en tête qu'un emploi sur 5 dans l'Union européenne dépend de nos échanges extérieurs. Il faut avoir aussi en tête que la politique de Donald Trump nous pénalise lourdement et que c'est une occasion de réouvrir des espaces pour à la fois les industries françaises mais aussi les agriculteurs français, parce qu'il y a des filières entières qui peuvent dépendre de cela, et donc de fermer au nom des intérêts de quelques catégories, alors même que des mesures sont prises, d'autres mesures seront prises pour les rassurer, etc. C'est ça qui est quand même extrêmement préoccupant. Regardez, il y a un exemple très récent, celui du CETA. Vous vous souvenez peut-être des polémiques sur le CETA, qu'il fallait refuser, etc. Tous les traités de libre-échange sont critiqués. Mais Jean-Marie, le bilan du CETA est positif. Le bilan du CETA est positif, c'est-à-dire que les filières agricoles françaises ont progressé, leurs ventes ont progressé de 50% pratiquement pendant la période d'application du CETA. Donc voilà, on est devant un... Géraldine. Le problème n'est pas là. Il a raison, Jean-Marie. Géraldine ne veut pas signer. Non, pas du tout. Je pense qu'effectivement, la rationalité économique commanderait qu'on signe cet accord. Je l'ai écrit de multiples reprises. Ce n'est pas un mauvais accord, y compris pour l'agriculture. Parce que quand on regarde les volumes, il y a des filières qui vont en bénéficier, les vins, les spiritueux, les fromages. Et puis les volumes, pour l'élevage notamment, les volumes de viande qui seraient ouverts, qui entreraient sur le marché européen sont très faibles. On parle de l'équivalent d'1 à 2 filets de poulet par Européen par an. Donc, mais le problème, il n'est pas sur cet accord spécifiquement. Les agriculteurs, il est sur l'incohérence globale de la politique. Cette Commission européenne, depuis une dizaine d'années, mène une politique qui n'a pas de cohérence d'ensemble. Elle a fait la stratégie Farm to Fork. Elle a fait de la ferme à la fourchette. Vous savez, elle a fait son Green Deal avec un plan qui visait à réduire les intrants, baisse de 30% des engrais, mise forcée en jachère des terres européennes. Elle mène une politique de décroissance agricole et dans le même temps, elle continue de signer des accords commerciaux parce qu'on parle du Mercosur, mais il y en a d'autres en préparation avec l'Indonésie, avec tout un tas de zones, ce qui conduit les agriculteurs à se dire mais on se moque de nous. Et cette déprise agricole, on la voit. En France, je vous rappelle quand même que la balance commerciale agricole, qui était bénéficiaire de 12 milliards d'euros il y a 10 ans, va être dans le rouge cette année. Cette année, sur 10 ans, on a planté près d'1 million d'hectares de surface de moins en blé, en céréales. Donc en fait, on réduit nos productions. La France ne peut plus se nourrir, elle importe davantage, elle est obligée d'augmenter ses importations, et dans le même temps, on a cette signature d'accord. Donc en fait, l'Europe n'a pas de politique, et vous avez raison sur la PAC, le projet de la prochaine PAC, c'est une baisse de 20% des crédits pour réorienter sur la défense. Donc les agriculteurs, à raison, se sentent délaissés, ils n'ont pas tort, et c'est tous ces problèmes en fait politiques qui s'exprime dans ce refus du Mercosur qui sert de bouc émissaire en réalité. Jean-Marie Colombani, quand on fait du commerce agricole avec des pays qui utilisent des produits phytosanitaires qui nous sont interdits, ou quand on importe en France du bœuf aux hormones qu'on n'a pas le droit d'élever chez nous. Non, on n'importera pas, ça c'est pas vrai. Ce que vous décrivez, c'est avant... C'est ce que disait pourtant le président de la fédération. C'est ce qu'ils disent, mais c'est pas exact. C'est pas la réalité. Ce que vous décrivez, c'est la situation avant négociation. Après négociation,
ces problèmes-là sont réglés en principe. Ils peuvent être... Ça fait 20 ans que la négociation dure. Hein. Oui, enfin 20 ans, mais cela dit, ça s'interrompt à certains moments. C'est pas une négociation continue. Par exemple, on était au seuil d'un accord et puis est arrivée l'élection de Bolsonaro, qu'a fait Bolsonaro l'inverse. Donc il a fermé et donc maintenant... D'ailleurs, le risque pris aujourd'hui, c'est que la présidence du Mercosur, qui est pour le moment assurée par Lula, par le Brésil, qui est favorable à la bien sûr, va être, à partir du mois de janvier, présidée par l'Uruguay, qui est plutôt... sur les freins. Et donc, il se peut que la donne change et qu'on soit... Mais encore une fois... mais l'Uruguay va faire la politique de Trump. L'Uruguay va servir les intérêts des États-Unis. Mais encore une fois, cet accord ne poserait pas de problème si... Par ailleurs, la Commission européenne avait une politique agricole avec une vision, une cohérence, et la Commission n'en a pas. Ne parlez pas en même temps. La Commission, on accable la Commission de tous les péchés. Il faut jamais oublier que la Commission, elle obéit aux États et elle fait la politique qu'on lui demande de faire. Et c'est vrai qu'il y a eu tous les gouvernements qui sont les nôtres ont eu une tentation de la décroissance. C'est vrai. Mais Emmanuel Macron arrive en 2017. Qu'est-ce qu'il dit aux agriculteurs ? Il dit il faut faire du haut de gamme. On va faire une agriculture vraiment au top, sans intrants, du bio, abandonner le cœur de gamme, l'entrée de gamme, parce qu'on ne pourra jamais... Oui, Emmanuel Macron, 2017. Pas de la Commission, donc la Commission s'aligne après. C'est dans la même ligne. Mais la Commission s'aligne sur ce que aujourd'hui, demandent les on s'aperçoit qu'on ne peut plus fournir, on ne peut plus regarder. La France importe la moitié du poulet qu'elle consomme. On ne peut pas construire le moindre poulailler parce qu'on écrase de normes, et notamment de normes environnementales, nos producteurs. Et à côté de ça, on ouvre nos marchés à des producteurs de poulets étrangers. Donc même s'il y a des garanties, même si les volumes sont faibles, le message envoyé pour les agriculteurs, il est catastrophique. Ils n'ont plus confiance dans ces autorités qui n'ont pas l'air de savoir très clairement où elles vont. C'est vrai qu'il peut y avoir des allers-retours comme ça, mais on ne peut pas non plus considérer que tout est fait à l'envers. Non, tout n'est pas fait à l'envers. Là, regardez, sur la zone dont il est question, la zone du Mercosur, la part de marché de l'Europe sur cette zone-là a été divisée par 2 en quelques années. Ah oui. Donc c'est un terrain de reconquête. Tout à fait. Et pourquoi est-ce absolument indispensable à nos pays ? Parce qu'il y a la politique américaine d'un autre côté qui ferme d'autres marchés et donc qui joue le jeu d'ailleurs de la Chine et des États-Unis. Et donc nous, on est, je veux dire, le fait que cet espace se rouvre, c'est une bénédiction. Mais je suis d'accord avec vous là-dessus, Jean-Marie. Et c'est même une bouée de sauvetage. Donc que l'on n'arrive pas à convaincre les agriculteurs qui sont toujours réticents que c'est dans leur intérêt d'approuver ce marché et cette ouverture, c'est ça qui est préoccupant. C'est peut-être pas leur intérêt aux agriculteurs, mais c'est peut-être l'intérêt économique national. Oui, c'est l'intérêt national, absolument. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez pourquoi à chaque fois qu'il y a un traité de libre-échange qui permettrait à la France de rattraper son retard commercial, parce qu'il est structurellement négatif. Mais je viens de vous l'expliquer. Voilà. Je viens de vous l'expliquer. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'on dit. Je parle pas uniquement des agriculteurs. Il y a une défiance vis-à-vis du libre-échange en France. On a parlé, la mondialisation, c'est mal. Pas seulement le libre-échange, le libéralisme aussi. Le libéralisme, oui, mais ça, c'est notre vieux fond marxisme qui se déploie. C'est un disque rayé depuis des années. Mais le libéralisme, c'est un gros mot en France. C'est pas à vous ni aux auditeurs de Radio Classique. Mais c'est vrai que du point de vue des agriculteurs, on peut avoir le sentiment d'une valse hésitation. Mais en même temps, ils protestent contre le fait qu'ils ne seraient pas aidés, qu'ils ne seraient pas protégés. Ils sont à la fois aidés et protégés. Regardez dans l'histoire de l'abattage des bêtes malades, les compensations qui sont données sont très importantes. Les gens ne sont pas abandonnés. De produire, oui, mais ils ne sont pas abandonnés. Mais c'est pas la question. Quand je parle de la maladie, quand il y a une maladie qui arrive, ils ne sont pas abandonnés. Or, ils nous parlent comme s'ils l'étaient. Non, mais c'est abandonnés. Pas du... Et ils se mettent à bloquer les routes, les Mais qu'est-ce que vous appelez abandonner ? Vous appelez subvention. Ils se plaignent d'être déconsidérés et ils ont raison en cela. Encore une fois, quand on perd 12 milliards de balance commerciale, ça dit une chose, ça dit qu'on ne produit plus suffisamment pour se nourrir. Oui, ça veut dire que cette Europe, dans un monde de plus en plus brutal, un monde de blocs, n'a pas de vision sur sa souveraineté alimentaire. Mais ça dit aussi, comme dans l'industrie, tout simplement que ce secteur n'a pas fait les efforts nécessaires pour rester compétitif. Vous plaisantez ? Mais non. C'est leur faute si les charges explosent, s'ils n'ont plus aucune molécule pour produire, s'ils n'ont pas accès à l'eau. Ils ne se sont pas
adapté au champ. Regardez par exemple la part prise par l'Allemagne dans l'agriculture, alors même qu'elle était derrière nous avant. Je veux dire, c'est aussi l'Allemagne évite de surtransposer les directives européennes. Non, c'est un peu. À chaque fois, on en revient au même procès. Non, mais vous ne pouvez pas dire que les agriculteurs français. Si procès il y a à faire, il est à faire au gouvernement. Oui, voilà. Une fois, mais pas aux agriculteurs, s'il vous plaît. Oui, enfin aux agriculteurs, certains d'entre eux sont. Et puis on peut pas non plus faire l'impasse sur le fait que on est dans une bataille politique terrible entre d'une part un syndicat agricole qui est très, j'allais dire, quand même proche de l'extrême gauche, et une autre part du syndicat agricole qui est totalement liée au Rassemblement national et qui a une bataille politique gigantesque. Cette bataille politique, elle naît aussi de la défiance envers toutes les structures raisonnables. Comme si cette bataille politique quand il n'y a pas de politique depuis 10 ans, on n'est pas obligé d'avaler les arguments des uns et des autres alors qu'ils sont dans une bataille où ils vont compter leurs troupes et donc d'où la surenchère. La surenchère, elle est liée à cette bataille politique. Donc il faut quand même aussi considérer qu'ils ne sont pas naïfs. Ils nous entraînent dans une bataille politique qu'on ne devrait pas accepter. Mes amis, après ce débat très animé, je vous propose de redescendre un peu avec la bande-son d'un film, Mélodie en sous-sol, composé par Michel Magne, disparu un 19 décembre 1984, donc c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Mélodie en sous-sol, film d'Henri Verneuil, sorti en 63, avec, excusez du peu, Jean Gabin, Alain Delon et Maurice Biraud. Michel Magne, hommage sur Radio Classique.